Aujourd'hui, dans Parlons Finance Islamique, nous recevons Fatima Bouclé. Finance islamique, déjà qu'ils sachent que c'est possible, parce que j'en suis la preuve, hein. J'ai pu ouvrir un centre, j'ai fait, je pense, pour aller 200 000 euros de travaux, plus après l'investissement pour les machines. Donc c'est possible, on peut le faire. Fatima Bouclé est docteur et entrepreneur. Et pour financer ses activités, elle a choisi de passer uniquement par la finance islamique. Après s'être formée à la finance islamique, elle a finalement choisi de se faire accompagner pour la structuration de son financement. Bonjour, je suis Yanis Mahmoud et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Finance Islamique, un podcast coproduit par M. Kader Merbou et moi-même. Dans l'épisode précédent, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Tako Fofana, une experte comptable qui nous a expliqué quel était l'accompagnement qu'elle pouvait fournir aux entrepreneurs qui sont soucieux de respecter les normes de la finance islamique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, cette fois-ci, de l'autre côté du miroir, une entrepreneur, Madame Fatima Bouclé. Fatima, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation. Alors Fatima, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je suis le docteur Fatima Bouclé, je suis médecin généraliste et depuis maintenant presque 5 ans, je me suis spécialisée dans la greffe capillaire et la chute de cheveux et je suis chef d'entreprise depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Donc là, on est vraiment sur le premier profil non financier qu'on accueille sur le podcast Parlons Finance Islamique. Alors, pourquoi un docteur ? On va pouvoir le voir par la suite. Est-ce que déjà tu peux nous retracer rapidement ton parcours professionnel ? Alors, donc je suis médecin généraliste depuis presque 10 ans maintenant. Donc j'ai commencé mon parcours en tant que médecin hospitalier. Donc j'étais salariée initialement. Puis j'ai fondé ma famille et le rythme de l'hôpital ne me convenait plus avec ma vie personnelle. Donc j'ai décidé de travailler en ville. Donc j'ai commencé d'abord des remplacements en médecine générale. Puis je me suis installée. Donc j'ai été une première fois chef d'entreprise, mais en médecin libéral. Donc ça ne m'a pas demandé nécessairement d'investissement financier. Comment ça se passe à ce moment-là ? J'ai intégré une équipe. Donc j'ai travaillé au sein d'un cabinet où il y avait déjà 3 médecins. Donc c'était une location J'ai loué un local. J'ai acheté une table d'examen, un stéthoscope. Quand on est médecin généraliste, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel. Donc j'ai pas eu besoin de faire appel à des financiers. J'ai exercé pendant plusieurs années, puis est arrivé un moment où, remise en question, ça ne convenait plus cette activité-là, et donc j'ai changé de pratique. Je me suis orientée, j'ai fait beaucoup de formations, l'homéopathie, puis après je me suis orientée vers la médecine réparatrice, la médecine esthétique, puis de fil en aiguille, la chute de cheveux et la greffe capillaire. Et donc dans mon parcours, j'ai travaillé dans d'autres centres. Donc, j'ai quitté mon poste. Donc, j'avais vissé ma plaque. Vous savez, quand on est médecin généraliste et qu'on s'installe, en général, on la visse quand on s'installe et on la dévisse quand on part à la retraite. Je l'ai fait plus tôt, mais je pense que c'est de plus en plus fréquent avec la nouvelle génération. Et j'ai travaillé dans des centres de médecine esthétique où je me suis formée en même temps... en tant que salarié au début ? C'était un équivalent de remplacement. J'ai fait aussi du salariat. Et puis après, c'était aussi du libéral. D'accord. Mais dans des cabinets... c'était pas dans les cabinets, dans des centres qui étaient déjà existants. Et puis après, j'ai nourri ce désir d'avoir ma propre clinique, mon propre centre. Et c'est arrivé là, il y a quelques mois. Je pense qu'on va en parler. Donc c'est il y a quelques mois que tu as pu ouvrir ton cabinet. Ouais. Donc c'est quoi ? C'est une clinique, un centre, un cabinet ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est un centre de médecine esthétique, mais c'est un plateau technique. C'est une mise à disposition de plateau technique. Donc moi j'exerce dans ce cabinet, mais il y a d'autres médecins qui peuvent aussi venir louer les locaux, louer les machines pour exercer leur profession, donc de médecine esthétique. D'accord. Donc à ce moment-là, au moment où tu as voulu ouvrir ton propre... On peut appeler ça un centre. Ton propre centre, tu as eu besoin de faire appel à des financements, c'est bien ça ? Exactement. Okay. Donc il y a eu plusieurs problématiques qui se sont posées, plusieurs interrogations. Est-ce que j'achète des locaux ? Est-ce que je loue ?
Parce que contrairement à la médecine générale, qui nécessite vraiment pas beaucoup de matériel, quand on se lance dans la médecine esthétique, on doit acheter des machines. Moi, j'ai un bloc opératoire dans mon centre, donc tout ça demande un investissement en dehors des murs qui est quand même assez conséquent. Okay. Donc l'option achat, elle a vite été éliminée parce que j'avais pas les fonds. Et donc je me suis orientée sur la location des locaux, mais j'avais quand même besoin d'argent pour les travaux et pour l'achat du matériel. D'accord. Donc finalement, on est sur un modèle qui est hybride pour ce centre. Oui. Voilà, une partie achat qui est sur le matériel oui. et une partie location. Et donc, lorsque tu t'es retrouvé dans cette situation à devoir chercher des fonds, comment est-ce que ça s'est passé? Quel a été le cheminement pour toi? Est-ce que tu es allé voir la banque en premier lieu? Alors non, ça n'a pas été une option que j'ai envisagée, parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs et à mon éthique, donc je ne voulais pas prendre de crédit à la banque. Par contre, je me suis orientée vers d'autres organismes financiers, notamment, je ne sais pas si on peut les citer ou pas. Oui, vas-y. Ouais. On dit les termes ici. Donc, j'ai toqué à la porte de 570 Easy. D'accord. Parce que je sais qu'ils proposent des crédits, des Murabaha, exactement. Et ils proposaient aussi des crédits pour les entreprises. Mais quand je me suis présentée, j'étais salariée. Et donc, je me lançais dans l'entrepreneuriat. J'avais pas 2 ans de... Oui, il faut de l'ancienneté pour pouvoir démontrer qu'on est capable de rembourser notre dette. Donc, mon dossier n'a pas été accepté. Donc, j'avais pas un dossier intéressant pour eux, ce que je peux comprendre. Hein. Et donc, il y a cette porte qui s'est fermée. Puis après, j'ai regardé dans mon entourage et j'ai cherché un investisseur. J'ai vu aussi qu'il y avait des... je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, où tu te présentes devant une assemblée, tu pitches des fonds. Exactement, tu pitches ton projet. J'y ai réfléchi, mais j'ai pas eu besoin d'aller jusque-là parce que j'ai trouvé l'investisseur avant d'aller pitcher mon projet devant... D'accord, donc mais en fait c'est le même principe, c'est un business angel, enfin ce qu'on appelle... c'est ça. Dans le milieu startup, les business angels. Donc c'est quelqu'un qui est venu apporter des fonds pour investir dans ton projet. C'était quelque chose que tu connaissais de longue date, qu'il fallait pas avoir recours à des crédits bancaires en islam, ou est-ce que on t'en a parlé au moment où tu as cherché des fonds? Non, c'est quelque chose que je connais quand même depuis très longtemps. Moi, je ne vais pas dire depuis toujours, mais depuis bien une quinzaine d'années. Donc, Et à ce moment-là, tu as commencé à faire des recherches pour trouver 570 Easy, ou pareil, c'était une société que tu connaissais? 570 Easy, je la connais depuis... Alors, je ne sais pas, elle existe depuis combien de temps? Je ne sais pas si je vais dire 2010, ce que j'allais dire, ça fait presque 20 ans. Ouais. Donc, oui. Depuis ses prémices, hein, j'en avais entendu parler. J'y ai pas... comment dire? Je ne suis pas passée par 570 Easy pour acheter une maison ou quoi, mais j'ai certains produits financiers chez eux. D'investissement, exactement. Mais ce qui m'a fait découvrir la finance islamique à proprement parler, parce que moi, à part la Murabaha, j'y connaissais vraiment strictement rien. Donc, je ne savais pas qu'il y avait d'autres manières de procéder. Et de fil en aiguille, moi, je suis issue d'une famille d'ouvriers. Donc, je n'ai pas grandi avec beaucoup d'argent, même avec quasiment rien. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire des études. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et au départ, comme toute personne qui n'a pas eu beaucoup d'argent, au départ, j'ai beaucoup dépensé, mais je n'avais pas cette intelligence financière. Et je pense que c'est au moment du Covid où il y a eu un éveil. Voilà, il y a eu une remise en question sur qu'est-ce que je fais de mon argent, comment je l'utilise, comment je peux le fructifier. Et donc, j'ai commencé à chercher des formations initialement en investissement personnel pour gérer tes finances personnelles. Exactement. J'étais tombée sur une formation, un webinaire offert en ligne sur Instagram par un des anciens élèves du certificat. Et en fait, quand il a présenté les différentes formations qu'il avait faites, il avait parlé de sa formation à l'Institut Razali.
Donc je suis partie, j'ai googlisé et donc j'ai trouvé qu'il y avait un certificat et qu'il y avait une session de formation, je crois 1 mois après. Et donc je me suis dit, au lieu d'aller faire des formations, autant aller se former directement et puis apprendre qu'est-ce que c'est que la finance islamique. Donc en fait, l'objectif de la formation, c'était pas du tout pour trouver des financements, non, c'était du tout. pour comment gérer mon argent et comment investir. Exactement, voilà. Qu'est-ce que je peux pas, qu'est-ce que la finance islamique, comment... Est-ce que tu es parti avec des a priori au moment où tu t'es inscrit sur la finance islamique? Non, non, j'avais aucun a priori. Tu voulais découvrir et voir Alors, ce que je me disais que c'était peut-être compliqué et pas trop pour moi, que ça allait être quand même assez compliqué. Et puis, finalement, c'était une formation qui était vraiment très intéressante. Et de là, c'est pendant cette période-là que j'ai mis en place le financement de... Ok. Et pourquoi? Parce que ça t'a donné des idées? Est-ce que... c'est vraiment tombé... un peu par hasard. Un peu par hasard en même temps. Quelle a été ta vision de la finance islamique après cette formation? Est-ce que tu as une petite anecdote à raconter, une chose intéressante que tu as apprise peut-être? Alors déjà que c'était accessible. Que c'est accessible, qu'on peut aussi en France mettre en place des contrats qui sont compatibles avec la finance islamique, donc il n'y a pas du tout d'incompatibilité. En France, on a cette liberté contractuelle. Quand on est entre des particuliers, c'est beaucoup plus simple que quand on est entre des grosses entreprises. Et anecdote... Je n'ai pas d'anecdote particulière. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce peut-être par rapport à tes camarades de promo? Est-ce que tu étais la seule médecin? Est-ce qu'il y avait d'autres... Ah oui, moi j'étais un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. Okay. Donc je connaissais strictement rien. En général, les élèves qui viennent, soit ils sont déjà dans la finance, ou c'est des gestionnaires de patrimoine, ou ils sont un peu dans ce milieu financier. Moi, je viens du domaine médical, donc même les termes basiques pour certains, pour moi, ils étaient complètement nouveaux. Donc en même temps, j'adore apprendre. Donc c'était super intéressant parce que j'ai appris plein de nouvelles notions. Mais c'est vrai que parfois, je pense que je devais poser peut-être un peu trop de questions parce que c'était complètement nouveau. Mais j'ai appris plein de choses. Oui, du coup, tu t'es pas senti perdu parce que tu as pu avoir des enseignants qui étaient à l'écoute et qui répondaient à tes questions. Exactement. Sauf quand c'était vraiment très poussé, les cours avec Anouar. Qui ça, c'était plus technique. Ouais, voilà, ça c'était plus technique, c'était plus particulier, mais bon, c'était pas forcément quelque chose dont j'avais besoin. Oui, ok. Structurer les sous-coucs, tout ça, c'était pas... J'en suis pas encore là. Peut-être un jour. Ouais, peut-être, hein, n'est-ce pas? Des sous-coucs sur un cabinet médical. Sur un cabinet. Pourquoi pas? Et aussi, si je peux donner une anecdote, en fait, à l'époque où j'ai fait ce certificat, j'avais investi en fait dans une société qui nous promettait en fait de gagner de l'argent comme beaucoup d'entreprises, et leur argument de vente c'était que c'était compatible avec la Sharia. Ils avaient un Sharia board. C'est ça. C'est ça, hein. Un organisme qui s'assurait que tout était bien conforme. Exactement, ils avaient un certificat et en fait il s'est avéré rien du tout. C'était complètement faux. Donc ils avaient utilisé cet argument pour... Mais c'était faux parce qu'il n'avait pas de Sharia board ou parce En fait, il y avait un Sharia board, mais pas sur le... En fait, c'était sur le versant commercial de leur projet, mais pas sur la viabilité de l'entreprise. D'accord. Donc, structurellement, l'entreprise, elle n'était pas conforme. Exactement. Et ça, tu t'en es rendu compte grâce au cours? Je m'en suis rendu compte après. Après. Pas forcément grâce au cours, mais ça m'a aidé. D'accord. Ok. Et donc à ce moment-là, tu prends cette formation de finance islamique qui te permet vraiment, par curiosité, pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Est-ce que ça a répondu à tes attentes pour ton investissement personnel? Ah oui. Ça m'a permis déjà de savoir que c'était possible de mettre en place un contrat Sharia compliant. Donc, et puis après, c'est vrai que c'est pas moi qui ai mis en place le contrat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une avocate qui était spécialisée dans le domaine. Je lui ai expliqué ce que moi je voulais. Donc là, on est sur le financement du cabinet. Du cabinet. D'accord. Oui.
C'était ça la question, non? J'avais parlé des finances personnelles aussi. Par rapport aux finances personnelles, comme j'avais le projet professionnel d'ouvrir le cabinet, donc toutes mes finances personnelles, tout a été investi dans le exactement dans ce produit-là, donc j'ai pas, il n'y a pas eu d'autres investissements, mais du coup, les finances personnelles sont parties dans l'investissement du cabinet. Et donc, dans le cabinet, alors comment est-ce que tu l'as structuré? Comment est-ce que tu t'es entouré? Est-ce que tu as tout fait toi-même grâce au certificat ou quand même tu t'es entouré de professionnels? Non, je me suis entouré de professionnels. Donc, certes, j'avais des connaissances, mais je n'ai pas les connaissances suffisantes je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas avocate. Donc, j'ai été accompagnée par un expert comptable qui m'a fait le business plan et par une avocate qui, elle, a rédigé tous les statuts de la société ainsi que le pacte des associés. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de la structuration? Je me suis présentée auprès d'une avocate, donc c'est le maître Jeannette Alilou, qui est avocate en droit des affaires. Et donc, je lui ai expliqué mon projet. Et après, c'est elle qui m'a dit, c'est elle qui a rédigé. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a posé les différentes questions pour structurer le contrat. Donc, on est parti sur un contrat Musharaka. Musharaka, c'est une association entre toi et un associé, du coup. Exactement. Donc, moi, mon rôle, c'est d'apporter mon expertise et une partie des fonds. Et l'investisseur, lui, a apporté... son argent. Son argent, exactement. Un apport en numéraire. Un apport en numéraire, exactement. Et donc, dans ce contrat, donc, c'est dans le pacte des associés qui, lui, c'est une partie qui est privée, où on a détaillé donc, comment on s'organise, qui met quoi, qui fait quoi, quand est-ce que l'investisseur quitte la société. Et voilà, et il y a eu il y a eu un apport en numéraire, donc il est rentré dans le capital social, donc il a des parts sociales, et il y a eu aussi un prêt à taux zéro. Ok, donc voilà. Prêt à taux zéro, qu'on appelle Qard Hassan en finance islamique. Exactement. C'est-à-dire un prêt, en fait c'est un prêt, Hassan c'est bon, généreux, enfin, on vient montrer que c'est un acte de bienfaisance. Toi, comment est-ce que tu l'as trouvé ce financeur? C'est un financeur qui est dans ton entourage. Dans mon entourage proche. Donc ça a été. C'est un peu ce qu'on qualifie de love money. Donc c'est. Donc ça a été un lien de confiance qui vous a unis. Exactement. Il savait que tu étais quelqu'un de sérieux, qui allait travailler, qui avait étudié, qui avait les compétences. Et donc, aussi, il savait que ce que j'allais faire. Parce que oui, la personne, elle vous fait confiance, mais derrière, elle cherche quand même aussi une certaine rentabilité. Donc, il savait que ce que j'allais faire était normalement rentable. C'est un domaine quand même qui est en pleine croissance. Aujourd'hui, le domaine médical, on est plus en pénurie de médecins que... Ouais. Voilà. Mais alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que c'est un investissement qui pouvait être rentable pour lui. Moi, il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui, mais la finance islamique, tu peux pas gagner d'argent. Enfin, c'est vraiment une idée un peu répandue. Donc, on peut gagner de l'argent en investissant en finance islamique, c'est ce que tu nous dis. Exactement. Comment est-ce que ça s'est passé Alors, déjà, comment il va gagner de l'argent? Comment est-ce qu'il va gagner de l'argent? Comment est-ce que ça se structure? Alors, il va gagner de l'argent de différentes façons. Donc, déjà, à la fin de l'année, l'investisseur, il va toucher des dividendes. Donc, si la société a fait des profits, il y a comment on appelle ça, une répartition des dividendes entre les différents associés. Donc là, déjà, il y aura un gain. Donc, chaque année, il va gagner les dividendes. Et puis, le jour où il va quitter la société, les parts qu'il a achetées à un certain montant, elles seront revendues. Le prix de la société sera revalorisé. Et donc, il peut soit avoir une plus-value si le business a bien fonctionné, si tu t'es développé, que tu as eu une clientèle. Si ce n'est pas le cas et que c'est resté au même montant, la valeur de la société n'a pas changé, au moins il récupérera son capital. Et si par contre là, la société elle a été dévalorisée, il y a une perte. Mais ça c'est normal parce qu'on est en finance islamique. En fait, un des principes importants de la finance islamique, c'est ce qu'on appelle le partage des pertes et profits. Exactement. Donc lorsqu'on investit, on investit avec quelqu'un sur un projet. Et donc on accepte de prendre ce risque-là, de se dire, j'y crois, si ça marche,
ça marchera pour nous deux. Si Exactement. ça marche pas, ça marchera pas pour nous deux. Exactement. Et donc, c'est aussi ça le côté humain et l'éthique de cette finance. C'est de se dire, bon, bah, il n'y a pas un capital garanti, il n'y a pas j'investis et quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Et puis, même si toi, tu as fait faillite et que tu n'as plus un rond, tu dois rembourser, sinon on va saisir ta maison. Donc, il y a cet esprit de solidarité dans l'investissement. Exactement. Mais donc, voilà, il y a un cas de figure où il peut y avoir une perte, mais il y a quand même le cas où la société a bien fonctionné. Donc là, oui, il va chaque année prendre des dividendes et à la fin de l'année avoir... voilà, parce que ça a été réfléchi. Et donc, il a vu le business plan. Il a vu aussi quel était le business en lui-même. C'est-à-dire qu'on est sur un business médical avec, comme tu le disais, pénurie de médecins, une demande forte. Donc, il savait que c'était un investissement qui était potentiellement, enfin a priori intéressant. Oui. Et puis qui a fait ses preuves dans tes expériences précédentes, mais aussi de manière générale, on n'est pas sur un domaine très risqué. On est dans, si on regarde les chiffres, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Donc quand tu dis, donc au bout de 5 ans, il y a une revalorisation de la société qui va être faite. En fait, on va regarder quel est le chiffre d'affaires est-ce que tu fais, quel bénéfice tu dégages, quelle clientèle est-ce que tu as acquise. Donc là, on va considérer que la société vaut plus qu'à son ouverture. Exactement. Donc a priori, quand il sortira, donc là, qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir de la société? Il va revendre ses parts. Et il va les revendre à qui il veut. Alors, soit en priorité, il revend à l'actionnaire majoritaire. Et après, si l'actionnaire majoritaire ne veut pas racheter les parts, là, ça peut être proposé à d'autres investisseurs. D'accord. Donc l'actionnaire majoritaire, en l'occurrence, toi. C'est moi, oui. On est deux actionnaires. Ok, très intéressant. Alors, donc, toi, pour ton cas, si je résume, tu as pu trouver facilement dans ton entourage quelqu'un pour te financer. Mais en fait, la problématique que tu as eue, avant d'aller chercher dans ton entourage, c'était d'essayer de regarder ce qui existait. Exactement. Et tu n'as pas trouvé de financeur pour te lancer. Non. Je pense que le plus compliqué aujourd'hui, ce n'est pas les contrats, ce n'est pas la structuration, c'est vraiment de trouver l'investisseur. Il y a un autre sujet qu'on avait soulevé avec Madame... Taco Fofana. Oui, Taco Fofana. Taco Fofana, exactement. C'est le fonds de roulement. En fait, c'est avoir aussi, je ne sais plus le terme. Hein, le BFR. Exactement. Besoin d'un fonds de roulement. Donc, c'est l'argent qui te permet de payer ton loyer, payer ton électricité, tes charges, tes machines. Alors, nous, les médecins, ça va, mais quand on est dans la médecine esthétique et qu'on veut, ou même quand on est dentiste ou qu'on est pharmacien, qu'on doit investir dans des machines qui sont quand même assez coûteuses, on a besoin d'argent. Donc il y a le lancement, mais après aussi si on veut investir dans du matériel, et puis il faut aussi pouvoir trouver de l'argent en cours de route. D'accord. Et toi, depuis que tu as fait cette formation en finance islamique, quelle est la vision que tu as sur le marché de la finance islamique en France? Je pense on est encore dans les prémices. Bon, il est beaucoup plus développé qu'il y a 20 ans, ça c'est certain. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Il y a plein de nouveaux produits qui sont proposés. Après, je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin. Inch'Allah, ça va venir dans les années qui arrivent. Inch'Allah. Est-ce que tu as un conseil pour les médecins qui cherchent à s'installer, à se lancer? Est-ce que tu aurais un conseil, même de manière générale, et puis aussi peut-être pour les étudiants en médecine? Sur l'installation? De manière générale. De manière générale. Alors si c'est pour la finance islamique, déjà qu'ils sachent que c'est possible, parce que j'en suis la preuve. Hein. J'ai pu ouvrir un centre, j'ai fait, je pense, pour 200 000 euros de travaux, plus après l'investissement pour les machines. Donc c'est possible, on peut le faire. Il faut juste être bien accompagné, et puis pas se dire que c'est impossible, quoi. Et l'accompagnement, d'ailleurs, ça me fait revenir sur un point. Et j'ai envie de dire, excuse-moi, je voulais rajouter une chose, c'est peut-être même moins coûteux que de passer par un crédit bancaire. Parce que l'avantage que j'ai, moi, par exemple, c'est que l'investissement en capital, j'ai rien à rembourser. En tout cas, cette partie-là, elle sera remboursée le jour où les parts seront rachetées. Les dividendes, c'est de l'argent qui est rentré dans la boîte. Donc,
c'est du plus. Oui, Moi, je veux dire, c'est ce que tu as, tu je peux l'ai, donc voilà. Tu peux le donner. Alors que quand on fait un crédit, je sais pas, on emprunte 200 000 euros à la banque, dès que vous ouvrez votre cabinet, il faut lui rembourser et le montant plus les intérêts. Donc vous avez chaque mois l'échéance qui tombe, c'est ça. Donc quand on se lance... on a intérêt à rembourser. Exactement. Alors que là, c'est pas le cas. Et puis en plus, comme on est face à une personne, donc tout se négocie. Moi, ce que j'ai pu négocier avec mon investisseur, c'est de pas rembourser, parce qu'il y a pour le prêt à taux zéro, les 2 premières années. Donc pendant 2 ans. Je peux commencer à développer mon activité sans stress, et je commence à rembourser à partir de 2 ans. D'accord, ouais. C'est très bien. C'est justement cette latitude. Puis s'il y a un mois où il y a un mois un peu plus difficile au moment où tu seras en train de rembourser, en fait, ça te laisse quand même la possibilité de lui dire bon, ce mois-ci. Oui, voilà, c'est une personne, c'est pas un organisme. C'est pas un organisme. Bien. Exactement, exactement. Donc pour moi, c'est que du bénéfice. Justement, le point sur lequel je voulais revenir, c'était les gens dont tu t'es entouré. Est-ce que c'était des gens qui étaient formés à la finance islamique, ou est-ce que c'est des personnes que toi tu as pu aiguiller sur le type de contrat que tu voulais? Non, moi je me suis orientée vers, donc, comme j'ai dit, Maître Alilou, qui est spécialisée dans le domaine. Donc c'est elle qui m'a aiguillée. Là pour le coup, c'était mon conseil. Donc c'est elle qui savait ce qu'il fallait faire, ce qu'on pouvait faire, quelles étaient les obligations un petit peu à respecter dans le contrat, et même elle va anticiper, même si on était proches, donc moi et l'investisseur, tout a été rédigé pour pas qu'il y ait de... Parce que au départ, tout est beau, mais en fait, il faut envisager toutes les éventualités. Donc tout a été stipulé, noté dans le contrat. Ok, ouais, non, c'est très bien, c'est un très bon conseil, parce que même au sein des familles, le nombre de personnes nombre de familles qui ont été déchirées par des business parce qu'il y a eu un désaccord qui n'a pas été réfléchi en amont. Exactement. Une vision qui était différente dès le début, mais les gens même des fois juste de l'incompréhension. Ouais, souvent c'est ça, c'est juste qu'il faut mettre les choses à plat, Exactement. En discuter, puis après on avance. Exactement. Et donc un conseil pour les étudiants en médecine. Courage. Franchement. C'est des années de souffrance. Ouais, j'ai vu sur le visage. Non, parce que moi je vois, j'ai fini il y a plus de 10 ans. J'ai l'impression que la nouvelle génération, c'est... moi j'ai envie de dire que j'ai fait entre guillemets je ne vais pas dire un burn-out, mais presque, je pense... Allez, 7 ans, après 7 ans d'exercice, 5, 6 ans, 7 ans d'exercice, là j'ai l'impression que les internes, ils sont déjà à bout, alors qu'ils sont encore que... ils sont même pas encore rentrés dans le monde réel du travail, que c'est plus dur qu'avant. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant Covid et après. On en demande plus. On leur demande plus, il y a de moins en moins de médecins, il y a de plus en plus de travail, il y a de moins en moins de lits. Donc c'est les conditions de travail pour les jeunes médecins, c'est pas évident. En fait, c'est les hôpitaux qu'il faut financer. Ouais, je pense, ouais. Ok. Merci donc beaucoup. Non, il faut qu'ils tiennent, c'est un métier qui est magnifique. C'est un beau métier. On fait de belles choses, on a besoin de médecins, donc voilà, tenez bon, et après ça ira. Merci beaucoup Fatima. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter? Déjà, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Et puis c'est très bien en fait d'informer, de sensibiliser le grand public à la finance islamique. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.